je crois qu'en fait, Jean-Pierre Allot va se situer assez bien dans la... à moins que tu aies changé d'avis depuis hier soir, va se situer en fait assez bien dans le prolongement de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la non-application de décisions, mais dans des cas un peu spécifiques, alors qui s'appliquent aux demandeurs d'asile. Jean-Pierre, je te laisse expliquer toi-même ce dont tu veux parler. Ça sera plus... Merci Daniel. En fait, je suis un peu embarrassé parce que beaucoup de ce que je vais dire a déjà été évoqué d'une manière ou d'une autre, bien entendu. Après Jean-Michel Bélanger, j'avais une question là dans ma réflexion, autant que je la pose tout de suite. Les récidivistes de l'ignorance de la jurisprudence sont sûrement repérables statistiquement si on veut les chercher, quoi. Je veux dire, telle préfecture, etc. Ah oui, pardon. Je disais, si on crée un appareil statistique adéquat, on doit pouvoir repérer les administrations qui commettent toujours les mêmes illégalités et contre lesquelles il y a du contentieux. Et est-ce que cet outil existe ? Il y a moyen, à travers les archives dont on dispose, les pointages qu'on peut faire, de se le fabriquer. Mais à ma connaissance, même si j'ai eu la même curiosité que vous, que toi, je crois qu'il n'est pas sur table. Bon, ce serait bien, hein, ça pourrait être une revendication, ça. Bon, en matière d'asile, puisque tout le monde a annoncé son titre, moi, finalement, j'hésitais entre deux. C'était la catastrophe malgré quelques victoires, ou bien quelques faiblesses du juge administratif. Et je crois que c'est les deux. Je voudrais commencer par une histoire qui a déjà été évoquée ici, qui aurait pu être une belle histoire, qui est une belle histoire d'ailleurs à condition de la sortir de son contexte, de l'isoler totalement. C'est celle de Rose Michel Hyacinthe, qui est toujours, j'espère, une haïtienne et qui va au Conseil d'État le 12 janvier 2001, accompagnée par le GISTI, intervenant volontaire, après que son référé liberté ait été rejeté par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le référé liberté, on l'inaugure. Il est entré en vigueur le 1er janvier de cette année-là. Et si Madame Hyacinthe espère qu'on lui rendra justice, elle voudrait être demandeuse d'asile. Elle arrive de son pays. Elle a été, dès la frontière, Orly, jetée en prison pour défaut de passeport, de visa, etc. Elle a subi une vague, très vague sans doute, visite médicale, parce que emprisonnée en préventive, une semaine après, elle a couché toute seule dans sa cellule en prison. Donc elle avait vu les charmes de l'état de droit très vite en arrivant en France. Je ne sais comment elle est arrivée au GISTI, et bref, elle s'est retrouvée assez rapidement au Conseil d'État, où d'ailleurs, avec Daniel, on se souvient qu'elle a failli ne jamais entrer dans la salle d'audience, parce que, voilà quoi, sociologiquement, disons, il apparaissait que quelques obstacles mettaient en doute sa légitimité à être là. Mais enfin, finalement, comme on était là, nous aussi, elle est entrée là où il fallait. Je disais qu'il ne fallait pas isoler Madame Hyacinthe, son histoire, sa victoire. Une victoire qui, en droit, a été jugée comme étant importante. C'est Monsieur Genevoix qui était aux commandes et qui a écrit que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Et dans un contexte où les demandeurs d'asile avaient du mal à entrer dans les préfectures, au moins dans la région parisienne, on a évidemment vu arriver l'existence du référé liberté comme potentiellement très salvateur pour les demandeurs d'asile. Parce que eux, ils sont dans un état d'urgence, je dirais, absolu.
Le fait de ne pas pouvoir pénétrer dans une préfecture les expose à des dangers considérables, ceux de l'éloignement et de l'éloignement vers le pays qu'ils ont fui. Donc, si Madame Hyacinthe était contente d'obtenir satisfaction, le GISTI était surtout content, dans ces circonstances urgentes, d'étraîner, d'inaugurer une solution qui se présentait comme résolvant les questions urgentes rapidement. Je voudrais vous rappeler que à cette époque, on en était à faire des manifs. Enfin, on en est toujours d'ailleurs, vous allez voir. On en était donc, faute de mieux, à faire des manifestations, les associations, devant un certain nombre de préfectures, pour que les portes s'ouvrent, pour que tous les demandeurs d'asile puissent être reçus, pour qu'il n'y ait pas de critères illégaux pour pouvoir demander une autorisation de séjour en vue de solliciter l'asile, et que ça ne marchait pas. Le GISTI avait, je crois, en juin 2000, même publié un petit rapport d'observation sur ce qui se passait au centre de réception des étrangers de la rue d'Aubervilliers, une partie de la maison de monsieur Yannick Blanc pendant 2 ans, là, et où ça marchait pas du tout. Donc, la décision du Conseil d'État, on l'espère, on la souhaite, on s'en félicite et on se dit, le 10 janvier ou 12 janvier 2001, que c'est réglé. Que les demandeurs d'asile, désormais, ils entreront dans toutes les préfectures de France et de Navarre dès lors qu'ils se présenteront à leur porte. Eh bien, on a rapidement déchanté. Et pour vous en donner un exemple, en 2004, je ne sais plus quel mois, mais peu importe, en 2004, 17, je crois, associations, 3 ou 4 syndicats et 2 formations politiques redéfilent devant le centre de réception de la rue d'Aubervilliers à Paris, parce que ça ne marche pas mieux, et peut-être même plus mal, puisqu'on note des brutalités à l'encontre des demandeurs d'asile, et des brutalités parce que ça marche si mal, qu'ils sont de plus en plus nombreux devant les portes, que la police veut faire respecter la circulation, que des mots sont souvent échangés avec la police, et que du coup, assez souvent aussi, la police frappe. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois encore, d'aujourd'hui, un demandeur d'asile a sauté par-dessus le pont et est tombé sur les rails. Donc, Madame Hyacinthe, isolée de son contexte, dans les livres, disons, pour elle d'abord, dans les livres ensuite, c'est superbe, mais dans la réalité, pour les demandeurs d'asile, ça n'a absolument rien changé. Je dirais donc que le référé liberté, il peine à conforter le droit et à le conforter avec une portée universelle. Quand on parle, quand on va dans les préfectures discuter avec quelques fonctionnaires et qu'on leur dit « mais alors, Hyacinthe, entre autres, et puis le reste aussi », on a des réponses qui sont intéressantes. Alors, je ne sais pas ce que les hauts fonctionnaires présents ou les anciens hauts fonctionnaires présents à cette table en diront. Mais moi, j'ai entendu d'au moins 2-3 préfectures que nos victoires individuelles, elles s'en foutaient. Et avec cet argument qu'elles partagent, me semble-t-il, à peu près toutes, c'est que elles disent, vous, les associations, c'est exactement la même chose qu'elles peuvent dire au sujet des avocats, vous, les associations, vous voyez un très faible pourcentage, et c'est probablement même de l'ordre de quelques millièmes, des demandeurs d'asile qui viennent chez nous. Et donc, autant on s'incline sur les quelques cas exceptionnels que vous pouvez aider, autant on ne changera rien
à nos pratiques pour les autres. Et cela, vous ne pouvez pas les défendre. Avec ce complément d'information, d'ailleurs, il a été déjà évoqué, d'une chef de l'asile à la préfecture de Nanterre qui, il y a quelques années, me disait « Nous n'avons pas à supposer que nous le souhaitions. » Elle, manifestement, aurait souhaité pouvoir appliquer le droit et appliquer la jurisprudence. Nous n'en avons pas les moyens. Si nous nous mettons à appliquer le droit, eh bien, ce sera une nouvelle raison pour que les files d'attente s'allongent encore devant les préfectures. Et donc, on a finalement l'illégalité est un expédient pour réduire les files en sans doute écœurant un certain nombre d'étrangers, en leur faisant prendre le risque considérable de l'interpellation et de l'éloignement. Et enfin, c'est un autre mode éliminatoire pour répondre au manque de moyens et de personnel. Enfin, c'est comme ça que c'est dit, et je crois quand même que c'est vrai. En partie, tout à l'heure, on disait le caractère insuffisant en nombre, en qualité, en formation des fonctionnaires des guichets. Donc, relative impuissance à protéger le droit à partir de décisions de la juridiction administrative, y compris le Conseil d'État, sur les cas individuels. Le cas individuel, ça ne marche à peu près pas, du point de vue général. L'autre activité du Conseil d'État, c'est quand il est invité à apprécier ou censurer des textes normatifs. Alors là-dessus, je voudrais prendre un exemple aussi de choses qui ne marchent pas très bien. Dans un arrêt récent de juin 2008, le Conseil d'État a eu à examiner, à la demande de la CIMAD, je crois bien, le GISTI n'était pas dans le coup, un décret du 13 novembre 2006 sur l'allocation temporaire d'attente, vous savez, l'ATA. Cette allocation qui est versée à une partie des demandeurs d'asile, de loin, pas tous, puisque précisément il faut être titulaire d'une autorisation provisoire, enfin de séjour, c'est ça, en bonne et due forme, le papier. Sur ce point, le Conseil d'État porte un jugement extrêmement intéressant en disant que tous les demandeurs d'asile, et je cite à partir de là, qui bénéficient du droit de se maintenir en France. Du droit de se maintenir en France. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un titre, une autorisation de séjour matérialisée. Tous les demandeurs d'asile, donc, qui bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, je ferme les guillemets, non d'ailleurs, doivent bénéficier de l'allocation, de l'ATA. C'est une extension potentielle absolument considérable du bénéfice de cette allocation. De quoi s'aperçoit-on depuis? C'est que le projet de loi de finances actuel continue à imposer la production du récépissé pour bénéficier de l'ATA. Donc c'est une ignorance absolument totale de l'exécutif. On verra bien ce que fera le législateur là-dessus. Mais je discutais avec des représentants d'Amnesty International tout à l'heure qui avaient vu un certain nombre de parlementaires et leur pronostic n'était pas très optimiste, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons politiques. Donc là, on a une ignorance absolument totale par le gouvernement d'une décision du Conseil d'État. Alors, par ailleurs, en matière d'asile, enfin, l'asile est soumis de façon extrêmement forte, enfin, comme le droit de vivre en famille d'ailleurs, à la pression du politique. Et il me semble qu'on peut dire que le Conseil d'État en matière d'asile doit lui aussi sentir cette pression.
En octobre 2005, il est invité à se prononcer sur 2 décrets d'août 2004 qui mettent en musique les dispositions relatives à l'asile sorties de la loi du 10 décembre 2003. Là, le GISTI était dans l'affaire avec d'autres associations. Et c'est un désastre général, 28 moyens soulevés, si je les ai bien comptés, 27 rejets et une réserve d'interprétation, l'éponge anti-venin dont parlait Daniel. Et quand même, celle-là, je voudrais interroger le Conseil d'État sur sa signification. C'est la fameuse réserve d'interprétation sur la possibilité de renouveler le récépissé sans avoir une résidence. La loi dit vous pouvez avoir le premier récépissé avec une domiciliation, mais pour le renouveler, il faudra apporter la preuve que vous avez le décret. Oui. Vous apportez la preuve que vous avez une résidence. Et c'est là que, dans sa décision, le Conseil d'État, manifestement, souhaite ne rien annuler du tout. Et fait une réserve d'interprétation, en plus, totalement incompréhensible pour un Français moyen que je suis. Et qui, de toute façon, au-delà du langage, je crois, sur le plan du bon sens, incompréhensible, c'est, en gros, je traduis là, parce que sinon, c'est très compliqué. Oui, l'exigence de résidence est légale, mais l'administration devra renouveler le récépissé, même sans résidence. Alors, naturellement, aucune préfecture, on n'a vu aucun changement dans les préfectures d'où venaient nous voir les demandeurs d'asile. Oui, je conclus. Mais quand même, je veux dire que on a même vu dans le département du Maine-et-Loire un préfet qui, 2 ans après cette décision, envoie au CADA de son département une instruction qui leur demande d'appliquer la loi telle qu'elle l'est avant la décision du Conseil d'État. Bon, si je dois conclure, non, j'en reste là. Je crois que j'ai, à travers ça, posé un certain nombre de questions. C'est dommage, mais c'est vrai qu'il me faut le double de temps, là. Donc on en discutera tout à l'heure, éventuellement. Bien.